Merci à vous d'être présents donc à cette conférence organisée par l'OPQ-IBI sur la thématique réussir la rénovation énergétique des bâtiments, le rôle pivot de la maîtrise d'œuvre. Donc une conférence que l'on a voulu très concrète, basée sur des retours d'expérience, avec 3 interventions, dont 2 principales. La première intervention qui sera d'Antoine Béchara, qui est le responsable département réhabilitation au sein du bureau d'études Bérim. Et ensuite, l'intervention d'Axel Joannon, chef de projet chez le bureau d'études Cénova. Et je conclurai assez rapidement sur nos projets de qualification en maîtrise d'œuvre rénovation à l'OPQ-IBI. Je suis moi-même le directeur général de l'OPQ-IBI. Alors, pourquoi cette conférence sur la maîtrise d'œuvre en rénovation ? Tout simplement parce qu'on parle beaucoup depuis quelques années des audits, avant toute rénovation. Il y a un cadre réglementaire, il y a des qualifications RGE qui sont exigées pour ces audits. On parle beaucoup des entreprises de travaux, les entreprises qui on va faire appel pour faire ces rénovations. Et on s'attarde assez peu sur le rôle du maître d'œuvre dans ces opérations de rénovation. Alors, rénovation énergétique et rénovation globale. C'est pour cela que l'on a décidé sur Batimat de faire ce petit focus sur le rôle de la maîtrise d'œuvre dans des opérations de rénovation, basées, comme je vous le disais, sur des retours d'expérience concrets que l'on a demandé à 2 bureaux d'études. Bérim nous parlera surtout du domaine de l'habitation collective bailleur social et Cénova des rénovations en copropriété. Je vais laisser tout de suite la parole à Antoine Béchara. Vous avez un micro juste là pour son intervention. Et il y aura à la fin une dizaine de minutes de questions-réponses. Donc, on vous demandera de poser vos questions à la fin. Merci. Monsieur Béchara, c'est à vous. Bonjour. Donc, Antoine Béchara, directeur du département réhabilitation au sein du bureau d'études techniques Bérim. Je vais vous parler donc de comment réussir la rénovation énergétique, le rôle pivot de la maîtrise d'œuvre. Aujourd'hui, la rénovation énergétique apparaît comme un problème à résoudre, comme une équation à multiples inconnus. Et notre rôle, c'est, parmi les intervenants qui gravitent autour de l'acte de rénovation énergétique, de contribuer à la résolution de cette équation. Une rénovation réussie, ça nécessite pour la maîtrise d'œuvre des aptitudes organisationnelles et de coordination, des compétences sur le plan technique et ce que j'appellerais, par mon expérience notamment, l'esprit réhab. L'esprit réhabilitation, c'est l'écoute active et l'amour du patrimoine passé et des gens qui l'habitent. Un aperçu sur les différentes morphologies de patrimoine à réhabiliter, puisque qui réhabilite la rénovation énergétique touche une certaine diversité de bâtis. Donc cette diversité, des bâtiments qui vont des années 30 aux années 90. Donc on a successivement les générations 1933, c'est les cités HBM, les cités Jardins, etc., les immeubles en briques que vous voyez dans la ceinture parisienne. 1950, 1960, un seuil pour le bâtiment, c'est les grands ensembles, les tours, les bars. 1970, 1980, les années qui ont souhaité casser avec l'homogénéité des grands ensembles. Et plus récemment, et oui, on commence à réhabiliter les bâtiments des années 90. Ces immeubles dont vous avez ici un aperçu à gauche, la cité Jardin de Stein dans le 93, à droite, la cité de la Courtille à Saint-Denis, un grand ensemble avec des tours tout à fait caractéristiques. Pour le traitement de ces réhabilitations-là, nous avons, je dirais, des points communs et des différences. Les points communs, c'est aujourd'hui l'absolue exigence environnementale et énergétique dans tous les cas, et le fait qu'on soit en site occupé, parce que la réhabilitation aujourd'hui, il y a cette contrainte d'être en site occupé ou en site vidé selon le cas. Mais la majorité des réhabilitations aujourd'hui s'opèrent en site occupé, aussi bien partie commune que logement occupé. Et les différences, donc, pour ces immeubles-là, c'est la morphologie des façades, c'est la notion de patrimoine remarquable. On ne peut pas faire toujours tout ce qu'on veut sur les façades des immeubles, ça dépend de leur morphologie. La dominante sécuritaire dans l'approche de la réhabilitation, donc très présente dans le patrimoine d'avant 1980, moins après, avec l'avènement de l'arrêté de janvier 1986. La dominante que j'appellerais spatiale ou de typologie de logement, c'est-à-dire est-ce que la typologie de logement est adéquate avec la demande actuelle d'habitabilité, et ça renvoie à la notion de restructuration ou pas des logements sur lesquels on intervient.
Le seuil énergétique atteignable et donc le recours possible au ENR. Dans mon jargon, ENR veut dire donc énergie renouvelable. Et la source de production de chaleur. Alors on est soit en gaz, soit en électricité, soit en raccordement au réseau de chaleur urbain, qui soit de nature géothermique ou autre, dans toute leur diversité. Enfin, la nature de l'émission de chaleur, radiateur ou chauffage par le sol. Le mode de production de l'eau chaude sanitaire, donc l'eau chaude sanitaire peut être produite de différentes manières, voici des différences. Et enfin, élément très important, le mode de production de la chaleur, on est en individuel ou en collectif. Quels sont les termes de l'équation énergétique? Une donnée existante d'entrée, la donnée d'entrée de la rénovation énergétique, c'est une situation existante et une situation projetée. Donc on part d'une situation existante qui est le bâtiment tel qu'il se présente aujourd'hui, tel que je le vois, tel que je peux le photographier dans son enveloppe et dans ses parties communes et dans ses logements. Et une situation projetée à atteindre, c'est le projet architectural. Et notamment, c'est l'objectif énergétique. Par exemple, comme situation projetée, je veux passer de l'étiquette énergétique E à l'étiquette énergétique B. Les actions à mener ou les leviers de la réhabilitation. Je dirais que tout à l'heure, j'ai parlé d'équation énergétique. Les inconnus de l'équation sont les actions ou les travaux de réhabilitation que je dois mener pour satisfaire à l'ensemble des objectifs de la réhabilitation. Ces actions possibles, je vais vous les citer. Donc, elles sont 4. Ce sont celles qu'on voit ici, actions 1, 2, 3 et 4. La première action envisageable sur un patrimoine existant, c'est une action qui vise l'enveloppe du bâtiment. Par enveloppe, on entend les façades, les menuiseries extérieures, les balcons et loggias, les toitures terrasses, les planchers bas de logement au rez-de-chaussée. Il s'agit là de l'action que j'appellerais la plus contributive à l'étiquette énergétique, puisqu'en général, on peut calculer qu'il s'agit selon les patrimoines bien entendu et selon les projets, d'une contribution qui avoisine les 60% de l'étiquette énergétique. Cette action visera principalement l'amélioration de la résistance thermique des parois et de l'enveloppe du bâtiment. Deuxième action, donc une action sur les systèmes de production de chaleur et les réseaux de fluides associés. Aujourd'hui, cette action a pris beaucoup d'importance par rapport aux réhabilitations qu'on faisait par le passé. Et pour cause, elle pèse beaucoup dans l'équation énergétique. Elle peut concerner l'amélioration du système de production de chaleur existant, par exemple en mettant un calorifuge sur les tuyauteries, ou son remplacement complet, avec changement ou non d'énergie. Par exemple, on passe d'un système de production par chaudière gaz à un système de production par raccordement à un réseau de chaleur urbain ou par la mise en place d'une pompe à chaleur. Cette action peut concerner la production de chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire ou les deux. En 3, donc une action spécifiquement orientée vers le recours aux énergies renouvelables, soit pour l'entière production, soit pour une partie de la production. Par exemple, le recours aux eaux grises pour la production de l'eau chaude sanitaire. En général, un appoint électrique est nécessaire, je le dis. Vous savez ce que sont que les eaux grises? C'est le recueil des eaux usées et des eaux vannes. Pardon, les eaux usées exclusivement, à l'exclusion des eaux vannes, puisqu'il faut que ces eaux soient un minimum chauffées. Donc c'est les eaux de l'évier, du lavabo et de la douche. C'est ce qu'on appelle les eaux grises. Autre exemple, le recours à des capteurs solaires sur le toit comme préchauffage de l'eau chaude sanitaire. Autre exemple encore, le retour au raccordement au réseau de chaleur urbain, par exemple le CPCU en région parisienne, dit vertueux à plus de 51% de sa source primaire, comme la géothermie qui est vue comme une source de chaleur très vertueuse. En 4, enfin, une action pour optimiser la ventilation du logement. L'axe ventilation a également acquis ces dernières années une importance cruciale, notamment avec la récente évolution de la réglementation thermique rénovation, celle qui date depuis janvier 2024. Cette action a pour objectif de réguler les déperditions caloriques dues au renouvellement d'air dans le logement en agissant sur le système de ventilation qui est souvent une VMC, comme on le dit, c'est-à-dire une ventilation mécanique contrôlée à haute ou basse pression ou hybride. Une action courante sur la ventilation consiste à mettre en place une ventilation dite hygroréglable de classe A ou de classe B. Bon. Retenez que l'action sur la ventilation est aujourd'hui un incontournable de la rénovation énergétique. Le rôle pivot de la maîtrise d'œuvre dans la résolution de l'équation énergétique, nous y venons. Pour moi, de par une expérience aujourd'hui éprouvée des approches de réhabilitation de logement, je peux estimer que le rôle pivot de la maîtrise d'œuvre s'exerce dans le choix des justes itérations à accomplir, à faire,
pour comparer les différentes solutions possibles. Ces itérations procèdent de l'examen d'une faisabilité technique et d'une faisabilité financière. Toujours les deux, jamais l'un sans l'autre. Une étude technique et une étude financière de coût des travaux. D'où il ressort, pour moi et de mon expérience, que la compétence d'économiste du projet est indissociable de la compétence de maîtrise d'œuvre. Très vite, on se rend compte qu'il y a des centaines de combinaisons possibles et des choix, évidemment. Il n'est pas question de les tester toutes. Le maître d'œuvre doit exercer son acuité de vision et de son expérience pour cibler un moyen terme entre une pratique innovante et sa viabilité technique dans le temps, ainsi que son comportement quant à l'entretien-maintenance. Quand je dis ça, je pense beaucoup aujourd'hui au recours, en tout cas en conception de plus en plus massif, à la pompe à chaleur, au système de pompe à chaleur, qui n'avait pas lieu il y a encore 2 ou 3 ans. La maîtrise d'œuvre doit proposer différents scénarios, en nombre raisonnable cependant. Je vous dis concrètement, on va de 3 à 12 scénarios par projet. Chaque scénario est éprouvé, avantages, inconvénients et chiffré. Et dans le chiffrage, on va approcher sous 2 volets. Un chiffrage de coût d'investissement au coût des travaux et un chiffrage en coût d'exploitation, entretien, maintenance sur 15 ans. Voici sur quel axe se positionne le rôle pivot de la maîtrise d'œuvre. Quels sont les facteurs contributifs dans ce rôle pivot? À quoi faut-il prêter attention plus particulièrement? Ces facteurs sont au nombre de 6. Je vais vous les dérouler. C'est un peu comme si je vous donnais en quelques lignes la recette d'une réhabilitation réussie. Mais il faut le prendre pour ce que c'est-à-dire le résultat d'une expérience aujourd'hui éprouvée et qui tient compte des évolutions aujourd'hui de plus en plus nombreuses et massives, densifiées ces 3 ou 4 dernières années. Donc ces 6 facteurs principaux sont en premier lieu le facteur 1, les possibilités offertes par l'enveloppe des bâtiments. Nous avons 2 cas, très classiquement. Cas 1, l'enveloppe permet la prescription d'une ITE, isolation thermique par l'extérieur. Cas 2, l'enveloppe ne permet pas la prescription d'une ITE. Dans quel cas l'enveloppe du bâtiment ne permet pas la prescription d'une ITE? C'est chaque fois que nous sommes dans un environnement où il s'agit, pour une raison ou une autre, de sauvegarder les façades du bâtiment ou l'enveloppe existante. C'est le cas, par exemple, des bâtiments haussmanniens dans Paris. C'est le cas de tous les monuments historiques. Il y en a en logement, on va le voir tout à l'heure. Et c'est le cas à chaque fois que vous avez une constitution architectonique de la façade qui rend très difficile la mise en place d'un système d'isolation thermique par l'extérieur. Chaque fois qu'on peut le faire, on privilégie le système d'isolation thermique par l'extérieur parce qu'il possède un tas d'avantages. Vous les connaissez pour ceux qui pratiquent ce métier depuis un certain temps, dont, et pas le moindre, celui d'enrayer la totalité des ponts thermiques. On n'a plus de ponts thermiques quand vous mettez une isolation thermique par l'extérieur. Et donc cela booste forcément le critère consommation en énergie primaire et permet souvent de passer dans l'étiquette souhaitée. Il existe beaucoup de cas où cela n'est pas possible. Je dirais presque que c'est la moitié des cas où nos immeubles ne permettent pas la mise en place d'une isolation thermique par l'extérieur. Je le disais, c'est par exemple, je traite aujourd'hui la cité de la Muette à Drancy, qui a un ensemble classé monument historique et sur lequel on est tenu de garder absolument identique à sa conception d'origine toutes les parois visibles de la façade et des toitures terrasses. Dans ces conditions-là, on n'a plus que 2 choix. Soit on opte pour la mise en place d'une isolation thermique, non pas par l'extérieur, mais par l'intérieur. Mais ça suppose de déplacer les gens parce que la gêne est telle qu'on va opérer ce qu'on appelle une opération tiroir, c'est-à-dire que les gens vont être déplacés le temps des travaux. Voilà. Ça suppose donc une excellente communication en direction des habitants. Et ça suppose, si on met une ITI, isolation thermique par l'intérieur, de veiller à ne pas aggraver les ponts thermiques. Pour cela, il faut jouer sur l'amélioration de la ventilation. Comme je le disais tout à l'heure, si en fin de compte, il n'est absolument pas possible de mettre en place une isolation thermique par l'intérieur, pour un tas de raisons, notamment l'impossibilité de déplacer les gens, et c'est un cas aussi très, très, très courant, cela voudrait dire qu'il faut alors abdiquer du bénéfice de l'enveloppe et jouer sur les systèmes. Par système, j'entends les équipements techniques, chauffage, ventilation et autres. Le facteur 2, ce sont tous les facteurs influençant la CEP. La CEP, c'est la consommation en énergie primaire, selon le calcul conventionnel, bien entendu. Bon, quels sont les facteurs influençant la CEP, la consommation en énergie primaire? Ce sont donc une bonne résistance thermique de l'enveloppe, les façades, les fenêtres et les toitures,
La nature de l'énergie utilisée pour la production de chaleur, dans l'ordre de rendement au niveau du calcul, c'est 1, les énergies renouvelables, ce sont les meilleures, géothermie, solaire, eau grise, pompe à chaleur. En 2, le gaz, en collectif ou individuel. En 3, l'électricité, en collectif ou individuel. Même si aujourd'hui, si vous voulez, la réglementation est en train d'évoluer dans le sens d'un rééquilibrage entre le gaz et l'électricité, on est toujours dans un paradigme où le recours à l'électricité demeure aujourd'hui un facteur dégradant la note de la consommation en énergie primaire. Donc je rappelle, dans l'ordre, le plus vertueux, c'est les énergies renouvelables. Le gaz reste encore jouable pour la consommation en énergie primaire. L'électricité, pour ce critère-là d'économie en énergie primaire, est très, très défavorable. Et enfin, les équipements spécifiques, c'est-à-dire lorsqu'on peut être amené à mettre en place un robinet thermostatique sur le radiateur ou un système de ventilation type hygro, voire les récupérations de chaleur sur VMC, tels que les ballons thermodynamiques ou les eaux grises. Ça, c'est le facteur 2, les facteurs influençant la consommation en énergie primaire. Le facteur 3 qui suit logiquement, selon le calcul conventionnel, ce sont les facteurs influençant les GES. Les GES, ce sont les émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, ce sont exactement les mêmes facteurs que ceux que je viens de citer pour les facteurs influençant la consommation en énergie primaire, sauf que là, on a un focus particulier sur la nature de l'énergie utilisée pour la production de chaleur, qui produit, ce focus, une inversion dans l'échelle de valeur. C'est-à-dire là où, pour la consommation en énergie primaire, on va privilégier le gaz par rapport à l'électricité, là, c'est exactement l'inverse. On va privilégier l'électricité par rapport au gaz. L'électricité étant réputée une énergie beaucoup moins émettrice de gaz à effet de serre. Donc vous voyez comment se dessine déjà la complexité dans la résolution de l'équation. Pour satisfaire au CEP, vous réfléchissez mieux en gaz qu'en élec, et pour satisfaire au gaz à effet de serre, vous réfléchissez mieux en élec qu'en gaz. On voit déjà les tensions se mettre en place et la complexité du point de départ d'une opération de réhabilitation. Ça, c'est pour le facteur 4. Ce sont les conditions spécifiques aux certifications. Aujourd'hui, en logement et en particulier en logement social, je ne connais quasiment pas une rénovation qui se fait sans le recours à un organisme certificateur. Les organismes certificateurs auxquels font appel aujourd'hui nos bailleurs sont NF Habitat Rénovation, Promotelec Rénovation et Prestataire. Certaines certifications émettent simultanément une condition sur la CEP, donc consommation d'énergie primaire, et une condition sur le GES, gaz à effet de serre, ce qui rend complexe la résolution de l'équation énergétique, comme je le disais tout à l'heure. Le facteur 5 contributif, c'est le facteur coût, vous vous en doutez. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Dans ces deux composantes, le coût des travaux en investissement et le coût d'exploitation et d'entretien maintenance que nous allons évaluer sur 10 ou 15 ans, selon la demande du client. Enfin, c'est le facteur 6, qui est un facteur que j'appellerais un petit peu nouveau. Je l'ai appelé facteur aggravant, parce que c'est un facteur auquel je n'aurais pas pensé il y a encore quelques années. Il s'agit des difficultés spécifiques qu'à ce jour, on n'a pas encore définitivement surmontées. Je pense à deux facteurs essentiels. Un, tout ce qui touche aux conduits de ventilation dans leur étanchéité, parce qu'aujourd'hui, une évolution du label BBC vous donne une condition sur l'étanchéité des conduits de ventilation. Or, ces conduits-là, il faut encore en tester l'étanchéité. Et enfin, le diamètre des conduits de ventilation. Et ça, c'est beaucoup plus préoccupant parce qu'une condition qui va dans le sens d'améliorer l'étiquette énergétique, souvent va de pair avec, disons, améliorer le rendement de la ventilation en passant à une ventilation hygro A ou hygro B. Or, aujourd'hui, on constate par le calcul que la ventilation hygro B est souvent incompatible avec le diamètre des ventilations existantes qui ont été conçues il y a 10, 20 ou 30 ans. Et ça, pour nous, c'est un gros problème parce que ça induit un surcoût, voire une faisabilité difficile en logement occupé. À cela, donc, je rajouterai le facteur que vous connaissez tous, qui est le facteur amiante, qu'on maîtrise un petit peu mieux que par le passé, il est vrai, mais qui vient comme se conjuguer avec les facteurs précédents, puisque aujourd'hui, on a souvent une corrélation entre agir sur la ventilation en milieu amianté. Voici ce que j'ai appelé le facteur aggravant. Donc ça, c'était les 6 facteurs qui contribuent de l'équation énergétique. Voilà, j'ai dit l'essentiel concernant, si vous voulez, cette fameuse équation. Bien entendu, tout à l'heure, je serai à votre écoute pour toutes les questions que vous souhaitez poser sur cette partie
un peu théorique, mais qui n'est que le fruit de notre expérience, nous, bureau d'études techniques, BERIM, assez éprouvée, assez longue en matière de réhabilitation. À présent, je vais quand même vous présenter succinctement quelques réalisations de rénovation énergétique remarquables, je dirais. Il y en a 4 au total. La première, il s'agit d'un patrimoine justement de 1933. C'est la fameuse cité-jardin du Pré-Saint-Gervais. Donc il y a un grand nombre de cités-jardins, notamment en Île-de-France, qui sont toutes aujourd'hui très belles. Elles sont invariablement classées au patrimoine remarquable du XXe siècle. Donc construite en 1933, la cité Henri Sellier représente un exemple typique d'opération où il est impossible de mettre une ITE en place. On a des façades assez belles en briques d'origine, avec un appareillage de la brique tout à fait particulier, un appareillage d'angle, des motifs en corniche autour des baies, etc. Donc on ne peut absolument pas mettre une isolation thermique par l'extérieur. Le bénéfice énergétique en façade provient exclusivement du remplacement des fenêtres par des châssis de génération plus récente, avec pour ceux qui connaissent un peu les performances des fenêtres, ce qu'on appelle un UW inférieur à 1,7. UW, on va dire, c'est la résistance thermique inversée de la fenêtre. La fermeture des loggias par un ensemble vitré en simple vitrage et leur considération comme un jardin d'hiver, donc un espace tampon solarisé. En toiture, on améliore considérablement l'isolation thermique. Ici, un exemple, ce n'est pas des toitures, c'est plutôt des terrasses. Mais il y avait également des toitures où on mettait 2 matelas croisés de laine de verre de 20 cm d'épaisseur. La réalisation globale s'effectue en logement occupé. Le maître d'ouvrage est Seine-Saint-Denis Habitat, qui a une expérience éprouvée de la concertation avec ses locataires. Alors Seine-Saint-Denis Habitat n'a pas souhaité déplacer ses locataires pendant la réhabilitation, qui a eu lieu donc en logement occupé. Il s'est dit, voilà, je ne peux pas accéder à mon objectif qui est un HPE rénovation de 150 multiplié par A plus B, soit 190. Qu'est-ce que je peux faire? Pour améliorer mon étiquette énergétique, je vais considérer uniquement tous mes logements vides. Ensuite, tous mes logements en instance de changement de locataire. 2. Et je vais prendre uniquement ces logements-là sur la durée de la réhabilitation. Et dans ces logements vides ou ceux en instance de changement de locataire, je vais effectuer une isolation thermique par l'intérieur. À l'arrivée de la réhabilitation, nous avions 30% des logements qui étaient dotés d'une isolation thermique par l'intérieur, ce qui a permis sur l'ensemble, à l'échelle globale, d'atteindre les objectifs énergétiques. Et évidemment, aujourd'hui, on peut reprocher à une telle réhabilitation un manque d'homogénéité dans le traitement des logements, puisque nous aurons à l'arrivée des logements isolés par l'intérieur pour certains et pas pour d'autres. C'était néanmoins un choix assumé de la maîtrise d'ouvrage qui a vraiment sondé la gêne occasionnée à ses habitants et qui a choisi en connaissance de cause. Aujourd'hui, néanmoins, cette réhabilitation constitue pour nous une belle réussite en matière de rénovation énergétique. Monsieur Béchara, il vous reste 2 minutes. 2 minutes. Alors, vite fait, la cité de la Muette à Drancy. Ici, donc également, c'est la cité tout à fait exceptionnelle puisqu'elle est classée patrimoine historique. C'est la cité où je vous rappelle qui était le siège, donc, dont l'histoire est rattachée à la déportation durant l'occupation. Elle est classée monument historique. L'ensemble de la structure visible en extérieur est conservé tel quel. C'est un bel exemple de préfabrication. Donc là, le même bailleur qui est à Seine-Saint-Denis a plutôt opté pour une opération tiroir avec déplacement de toutes les personnes. Donc là également, nous avons pu, moyennant quoi, on a mis une isolation thermique par l'intérieur systématique partout. La rue des Pyrénées à Paris, mais je vais passer vite comme le temps me manque et aller directement plutôt au Tour-Nuage à Nanterre. Et ce sera mon dernier exemple. Alors ça c'est un grand ensemble des années 70, fin des années 70. Les tours nuages, donc très connus dans la ville de Nanterre, qui sont l'œuvre d'Émile Aillot. Et ces tours sont caractérisées par un plan en forme de marguerite, donc très compliqué à isoler thermiquement par l'extérieur. Le cabinet RVA Architecte a conçu un système d'isolation par l'extérieur en module industrialisé de la hauteur d'un étage avec une finition en tôle inox. Alors le problème de ces tours, c'est qu'elles sont l'énergie qui produit la chaleur aussi bien pour le chauffage que pour le chaud sanitaire. Et bien, figurez-vous, c'est l'énergie électrique. Chauffage électrique par le sol, ballon de chaud sanitaire pour tous les logements. Donc ça a affecté considérablement
notre étiquette énergétique. Et il était très difficile, malgré une isolabilité complète de l'ensemble des façades, remplacement des fenêtres, isolation des parois de façade, il était difficile d'atteindre le label BBC Rénovation requis. Pour cela, nous avons été contraints d'imaginer un petit peu des solutions plus avancées, plus innovantes. Et nous avons pensé à une chose, c'est que les lancements des tours que vous voyez sur cette photo, dont le projet est ici, les lancements, donc ce sont des tours très élevés, R+17, avec une section relativement faible, fait que sans doute on pourrait bénéficier de la mise en place d'un système de récupération des eaux grises, puisque tout se plombe. Toutes les chutes d'évacuation peuvent être recueillies assez simplement dans un local au sous-sol. Et c'est ce que nous avons proposé. Donc un système de récupération des eaux grises où tout est acheminé dans un local dédié dans le sous-sol où sont installés un échangeur thermique, une micropompe à chaleur, un ballon électrique d'appoint. Cet ensemble sert aujourd'hui à la production intégrale de l'ECS pour tout le bâtiment, moyennant quoi le label BBC est atteint. Voici, et j'en aurai fini avec ma présentation sur le rôle pivot de la maîtrise d'œuvre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Béchara, c'était très intéressant. On va tout de suite passer à la deuxième intervention. Monsieur Coinon de Cénova. Bonjour à tous, Axel Joannon, bureau d'études Cénova. Donc je remercie mon confrère de Bérim. De notre côté, on se concentre beaucoup plus sur la copropriété. Donc Cénova est un opérateur ensemblier de la rénovation énergétique des copropriétés. Donc on est à la fois AMO, donc assistant à maîtrise d'ouvrage, maître d'œuvre, bureau d'études et organisme de formation engagé dans la rénovation énergétique. Cet opérateur Cénova, du coup, offre donc une solution clé en main à ses clients qui sont des copropriétaires, des syndics et des syndicats de copropriété pour réaliser des opérations de rénovation énergétique globale et performante, proposer des projets beaux et enthousiasmants dans un cadre de process humain, simple et sécurisant. Donc, pour le monde de la copropriété, est assez particulier pour proposer ce genre d'opération. C'est pourquoi on peut à peu près le résumer en 3 grands axes qui sont d'abord la programmation, ensuite la conception et enfin l'exécution. Donc plus concrètement, la programmation, c'est d'établir au début, à la naissance du projet, un état des lieux exhaustif et faire un bilan de quel est l'état existant du bâtiment, dans quelle situation on se trouve et qu'est-ce qui peut être imaginé. Donc concrètement, en copropriété, c'est principalement les audits énergétiques, les diagnostics techniques globaux, DTG, ainsi que les plans pluriannuels de travaux, les PPPT. Et c'est bien sûr incité par la réglementation qui impose, en fonction du nombre de copropriétaires dans ces copropriétés, de faire ces études. Donc on n'a pas pour objectif que ça finisse dans un tiroir. Le but, c'est vraiment de les emmener, de motiver le reste de la copropriété à comprendre l'intérêt de réfléchir performance énergétique globale. Donc un ensemble, un bouquet de travaux et non pas des actions geste par geste. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, lorsque la copropriété souhaite aller plus loin, on va commencer à réfléchir à la conception du projet. Donc c'est à la fois toutes les préconisations qui avaient pu être faites lors de la programmation vont être un petit peu plus définies, réfléchies concrètement, abouties. Donc on fait à la fois les études techniques de dimensionnement et architecturales, les orientations architecturales, qui vont permettre d'établir un cahier des charges pour aller ensuite consulter les entreprises de travaux qui vont, elles, faire des propositions de devis. Et le rôle du maître d'œuvre à cette étape-là va être de consulter les bonnes entreprises, faire une analyse rigoureuse et précise des offres reçues, à la fois sur l'aspect technique et bien sûr en copropriété. C'est des gens comme vous et moi. C'est aussi l'argument financier qui va être un des moteurs les plus importants. Et c'est pour ça également qu'en parallèle, le rôle de l'AMO, qui est aussi fait par Cénova, va être de trouver les meilleurs financements. Parce que travaux riment souvent avec subvention. En tout cas, à l'heure actuelle, la réglementation est incitative et il y a énormément d'opportunités à saisir pour ces copropriétaires qui peuvent parfois, on a des projets qui ont
a eu un budget de l'opération financé à presque 50-60% grâce à des subventions soit nationales, soit locales, ainsi que d'autres systèmes de financement, on en reparlera un petit peu après, comme par exemple les emprunts collectifs à taux zéro, ce genre de dispositifs qui facilitent l'accès à l'emprunt collectif en copropriété par rapport à l'accès individuel où c'est beaucoup plus compliqué parfois et les conditions d'accès ne sont pas les mêmes. Donc une fois que les devis sont reçus, l'analyse est faite, le scénario est bétonné, ça va être de pouvoir présenter ce projet en assemblée générale de copropriétaires. C'est à ce moment-là que les décisions sont prises en copropriété et qu'on peut décider ou pas d'engager les financements et de lancer les travaux. Donc c'est à la fois convaincre, comme c'est écrit là, mais c'est surtout expliquer, faire en sorte que chaque copropriétaire ait parfaitement compris le projet qui lui est présenté. Ensuite, il pourra voter en connaissance de cause, mais surtout pouvoir répondre à toutes les questions et vulgariser et expliquer de manière pédagogique le projet, parce qu'on s'adresse à des personnes qui sont non sachantes et c'est bien sûr différent que de s'adresser à des entreprises de travaux ou à des sociétés qui font partie du métier, qui connaissent le langage ou les contraintes, alors que des personnes de copropriété sont pas forcément au courant ou au fait de tous ces termes, de toutes ces contraintes, etc. Une fois que les travaux sont votés, c'est la dernière partie, l'exécution. Donc là, c'est un suivi de chantier. Avant même d'ailleurs que les travaux démarrent, en copropriété, il y a toute une phase qui dure en moyenne 6 mois entre le vote des travaux et le démarrage du chantier. Pourquoi ? Parce qu'il faut rassembler les fonds. Le syndic est obligé de s'assurer d'avoir à minima 100% des fonds avant de signer et de dire on lance les travaux. Bien sûr, on ne va pas payer les entreprises d'entrée alors que le chantier dure 2 ans, mais le syndic doit être en mesure de sécuriser le budget et de pouvoir se dire « Ok, je peux payer jusqu'à la fin les entreprises de travaux » et pas se retrouver avec des échafaudages ou des travaux à moitié faits qui sont ni faits ni à faire parce que finalement on arrive à la moitié du chantier et on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à couvrir les fonds. Donc cette partie de rassembler les fonds prend du temps en copropriété. Déjà, il faut savoir qu'après le vote des travaux, il y a un délai de purge de 2 mois du PV d'AG. Donc en général, il ne se passe rien pendant 2 mois. Et une fois qu'on peut y aller, il y a les appels de fonds, il y a le recensement des personnes qui souhaitent, pour ceux qui ont souscrit à un emprunt collectif, et y souscrire. Donc c'est répondre à un bulletin, transmettre son revenu d'imposition ou quelques documents administratifs. Donc pour un syndic, ça prend du temps. Bien sûr, il est accompagné à la fois par l'AMO et l'établissement bancaire qui propose cet emprunt collectif. Donc oui, c'est un travail supplémentaire, mais il est accompagné. Mais ça prend un peu de temps. Et tout ce qui est aussi autorisation administrative avec le dépôt de la déclaration préalable. En rénovation, on ne fait pas de permis de construire. Dans 99% des cas, c'est une déclaration préalable de travaux. Mais néanmoins, par exemple, comme l'a dit mon confrère, parfois on est dans le cadre de projets soumis à autorisation d'urbanisme type ABF, donc c'est un délai d'instruction un peu plus long. Et je l'ai évoqué aussi tout à l'heure, les subventions. Donc on pense principalement à MaPrimeRénov' en copropriété, qui elle nécessite du temps également à la fois pour instruire le dossier, mais surtout aussi côté ANA, côté gouvernement, pour instruire, valider le dossier et débloquer les fonds. Alors bien sûr, on a le droit de commencer le chantier à partir du moment où le dossier est déposé. Dans les faits, on préfère s'assurer tout de même d'avoir le dossier accepté, même si, bon, normalement, il n'y a pas de raison si le dossier est déposé complet, mais tout de même, ça permet d'avoir une garantie, d'avoir les fonds pour assurer encore plus la viabilité financière de l'opération. Et le rôle du maître d'œuvre dans tout ça, lorsque les travaux démarrent enfin et s'exécutent, c'est de s'assurer du respect du planning, de l'enveloppe budgétaire et de la qualité, du respect du cahier des charges techniques qui a été demandé. Donc c'est des réunions hebdomadaires ou bimensuelles lorsque ça tourne bien. Et surtout une préparation de chantier rigoureuse, un suivi permanent du budget. Donc bien sûr, sur un chantier, il peut y avoir des aléas. Au moment du vote, il a été voté en général un budget de 5% d'aléas, parce qu'on ne peut pas tout prévoir, on est humain, et puis il y a toujours des choses. Il aurait fallu faire un prélèvement destructif en copropriété, en milieu occupé, ce n'est pas toujours possible en conception, ou alors il faut accéder avec un échafaudage à un bout de paroi qu'on ne pouvait pas voir.
Mais en chantier, il s'avère aussi qu'il y a régulièrement des moins-values aussi, parce qu'on avait prévu des postes par sécurité pour au cas où. On s'aperçoit finalement que ce n'est pas nécessaire. Il y a des moins-values, il y a un petit peu des plus-values aussi. Notre rôle, c'est de s'assurer que cette balance financière reste stable et qu'à minima, on ne consomme pas les 5% d'aléas pour les restituer en fin d'opération aux copropriétaires. Et dans le pire des cas, c'est d'être limité à ces 5%. Et puis le planning, bien sûr, parce qu'on est en copropriété, en milieu occupé. Les personnes, la majorité d'elles, vivent sur place, même si il y a aussi des copropriétaires bailleurs, mais je pense aussi à leurs locataires, c'est le même problème. Et on s'est engagé à ce que les travaux soient faits sur une période, par exemple, de 20 mois. Notre objectif, c'est de tenir ce planning. On entend souvent en copropriété, ouais, mais en chantier, le planning, il n'est jamais respecté. A priori, nos retours d'expérience montrent qu'on y arrive. En tout cas, si on met les moyens en œuvre, pour le faire, on peut y arriver. Mais ça demande du coup de la rigueur et du sérieux et une communication transparente à la fois avec les entreprises de travaux et avec les occupants, les copropriétaires. Je vais vous parler d'un exemple concret. Ça a été la rénovation de la copropriété de la Butte Blanche à Créteil, qui vient de se terminer là cet été, qui est une résidence de 6 bâtiments qui ont été construits en fin d'année, au début des années 80, et d'un petit peu moins de 200 logements. Leur rénovation présentait un budget global de un peu plus de 4 millions d'euros de travaux, pour lequel nous avons eu plus d'un quart, donc 1 million d'euros d'aide financière. Là, ça porte à confusion. Donc c'est MaPrimeRénov' copropriété, la subvention qui a été à hauteur d'1 million d'euros. Et ils ont aussi pu financer une bonne partie de l'opération avec le prêt à taux zéro. Donc c'est pas une aide financière, hein, c'est un dispositif de financement qui est en plus de ce million d'euros de subvention, mais qui a été un bol d'air énorme pour de nombreux copropriétaires, parce que du coup, ils ont pu contracter, il me semble que c'est la quasi-totalité de la quote-part restante, une fois les subventions, la quote-part subventionnée retirée, parce que le prêt à taux zéro ne finance pas la partie subventionnée. Et donc, cette quote-part restante était quasiment entièrement prise à 100% en charge par ce prêt à taux zéro. Donc, c'est-à-dire que les copropriétaires n'ont pas eu à avancer la totalifond dès le début, mais auront des mensualités et c'est eux qui choisissent chacun la durée de leur prêt. Donc, certains l'ont fait sur 10 ans, d'autres 15, d'autres 20 ans, et avec du coup un taux d'intérêt à 0%, sauf bien sûr le taux d'assurance, mais c'est 0,01, je ne sais plus. Donc, c'est à la fin un coût de l'emprunt quasi nul. Cette opération leur a permis d'obtenir un gain énergétique moyen de 42%. Je dis moyen parce que ce gain est calculé par bâtiment. C'est une contrainte réglementaire. Mais en moyenne, c'est 42% d'économie d'énergie, sachant que pour avoir MaPrimeRénov', c'est 35% minimum. Et à présent, il y a même un deuxième palier. Quand on fait des projets qui permettent d'atteindre 50% d'économie d'énergie, l'aide est encore davantage plus importante. Ce programme de travaux était très complet. On a travaillé, comme le disait mon confrère, sur l'enveloppe, sur les systèmes. Donc, dans le détail, c'est l'isolation et le ravalement de toutes les parois, donc par l'extérieur, avec un isolant en laine de roche. Les parois qui représentaient environ 20% des déperditions. Le remplacement de toutes les menuiseries d'origine, ainsi que les portes des halls, qui, elles, représentaient ce poste de menuiserie fenêtre, représentait un tiers des déperditions. L'isolation des planchers bas, donc c'est les plafonds des sous-sols, ainsi que des caves. Et sur l'aspect énergétique, on avait aussi la mise en place d'une ventilation mécanique, donc qui passe d'un système de ventilation naturel à un système de ventilation mécanique. Et il y a aussi eu quelques travaux de résidentialisation, puisque quitte à engager des frais et faire intervenir ces entreprises-là, ils en ont aussi profité pour travailler un peu sur l'aspect résidentiel et confort de leur résidence, notamment sur la mise en place d'une sécurisation des toitures avec la mise en place de garde-corps en toiture, terrasse, le remplacement de toutes les loggias, les garde-corps fixes qui étaient en loggia, qui étaient également amiantés, donc ça a été un désamiantage et ensuite un remplacement avec un plexiglas double vitrage parce que une bonne partie de la résidence était avec des loggias fermés, donc parfois chauffés, ces loggias. Et sur l'aspect résidentiel, je crois que c'est tout. Il y avait aussi le contrôle d'accès et le relamping.
Donc, pour vous présenter un rapide extrait, on a un copropriétaire, je voulais vous présenter une intervention du président de la copropriété. Qui partage son retour d'expérience de cette opération avec Cnova. Je ne vous mets pas la vidéo en entier, si vous voulez, vous pourrez la retrouver avec le QR code plus tard. Préato 0. Bonjour, je suis Jean-François Gelin, je domicilie dans cette copropriété à Créteil depuis longtemps et je suis président du conseil syndical depuis une bonne vingtaine d'années. Pour les travaux de rénovation énergétique de notre résidence, il a été nécessaire de recourir à un maître d'œuvre pour préparer le projet, pour répondre aux questions des copropriétaires, pour préparer des solutions, pour faire des appels d'offres, pour organiser et diriger les travaux. Cnova a été choisi car c'est une entreprise qui a une solide expérience pluridisciplinaire dans le monde de la copropriété. Ce qui a été sécurisant, ce sont les travaux qu'ils avaient réalisés dans d'autres chantiers et surtout le suivi bimensuel de toutes ces activités pendant les travaux. Surtout en écoutant le conseil syndical, nous avons mis en place des indicateurs qui nous permettaient de suivre finalement tous les aléas, tant dans le domaine de la sécurité, dans les travaux à réaliser, dans l'organisation. Alors ce qui est beau dans ce projet de rénovation, c'est l'esthétique, et surtout d'écouter les gens qui sont contents du résultat. Alors ce qui a été humain dans la collaboration avec Cnova, c'est son équipe. Bonjour, je suis... Voilà pour ce court extrait. Alors attends. Il vous reste 1 minute. Parfait. Je trouve pas la souris. Ah, alors là... Voilà. Parfait. Donc voilà pour cet extrait de ce retour d'expérience de cette résidence. Comme l'a dit le président de la copropriété, ce qui était important, c'était de donc communiquer, toujours être en relation permanente avec ce conseil syndical et bien sûr le syndic qui est un peu aussi le lien entre le maître d'œuvre et les copropriétaires. Et je pense avoir fait une synthèse plutôt efficace de ce rôle. Je laisse la parole à... Très bien. Juste pour vous dire que, et avant de vous donner la parole, à l'OPQIBI, nous avons... notre rôle, c'est d'identifier les compétences des bureaux d'études, et notamment des maîtres d'œuvre, pour permettre aux clients, qu'ils soient professionnels ou non, de faire appel à des bureaux d'études qualifiés. Et en matière de rénovation, nous avons essentiellement des qualifications pour le moment d'audit, dont je vous ai mis les intitulés en audit énergétique pour les maisons individuelles, audit énergétique bâtiment tertiaire ou habitation collective et diagnostic en réutilisation ou réhabilitation des ouvrages de bâtiments tout corps d'État. Et depuis maintenant, début de l'année, on travaille justement à une qualification ou plusieurs qualifications dédiées à la maîtrise d'œuvre en rénovation-réhabilitation afin de permettre à des maîtres d'ouvrage comme les bailleurs sociaux ou des copropriétés de pouvoir piocher dans un vivier de maîtres d'œuvre qualifiés en rénovation énergétique et rénovation globale. Voilà moi ce que j'avais à vous dire puisque les projets sont en cours. Normalement l'entrée en vigueur ça sera 2025 ou 2026. On informera bien évidemment toutes les parties prenantes. Donc il nous reste 3 minutes pour des questions auprès de nos intervenants si vous en avez par rapport à leur présentation. Tout a été clair? Alors on va vous demander de vous présenter et de poser votre question dans le micro. Bonjour, je suis membre du conseil syndical d'un immeuble qui compose 40 lots. Justement, on a sollicité sur le Cnova pour le DDG. Donc, je voudrais savoir, à partir du moment acceptation de devis, quel est le délai pour réaliser le DDG pour Cnova? Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Entre quel moment? Oui, le moment que acceptation de devis. Oui. Combien de temps pour réaliser le DDG pour votre société? Ah d'accord.
Eh bien, donc là, vous parlez au tout début en phase programmation pour réaliser un DTG. Si le devis a été validé de notre côté, je pense qu'en 4 mois, il peut être lancé. D'accord. 4 mois, peut-être pour cette année, c'est un peu tard. S'il vient tout juste d'être validé là, en effet... Je sais qu'on a déjà on a déjà contacté le... comment ça s'appelle? Coach Popo. Coach Copro, ouais. Oui. Et on n'a pas encore eu la réunion. Et après, pour Anna, il faudrait 3 mois. Par contre, le DTG, je crois qu'il faudrait réaliser pendant la période de chauffe. Le chauffage qui est en route. Donc, peut-être c'est un peu tard pour cette année, non? Alors même si vous le validez maintenant, dans tous les cas, on reprendra contact avec vous pour faire le point sur quelle est la période la plus pertinente à réaliser ce DTG. Après, ce qui est de la visite et de la réalisation des livrables, ça peut être fait en 2 temps différents. Si vous préférez que la visite soit faite pendant la période de chauffe et que... Ah, on peut faire pendant la période qui n'est pas chauffée? Vous préférez que la visite soit faite hors période de chauffe? Non, il n'y a pas de préférence, c'est juste techniquement. Non, mais les deux peuvent être faits, mais il est préférable de la faire pendant la période de chauffe si on veut prendre des vues à la caméra thermique, par exemple, et visualiser encore mieux les déperditions de votre bâtiment. D'accord, très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Bonjour, je suis membre de l'organisation de l'Ordre national des ingénieurs de génie civil du Cameroun. Alors, je voudrais savoir, dans le cas où la rénovation de bâtiments en question occupés, les coûts de délocalisation, parce que vous aviez parlé tout à l'heure, parfois ça peut se faire avec des habitants, parfois ça peut se faire sans des habitants. Les coûts de délocalisation des locataires reviennent à qui? Le coût, on m'entend avec ce micro? Le coût de déplacement des locataires, effectivement, pour des travaux de réhabilitation, reviennent invariablement au maître d'ouvrage. C'est le maître d'ouvrage, pour moi, mon client, donc le propriétaire de l'ouvrage en général, c'est à lui que reviennent ces coûts-là. Maintenant, attention, ces coûts ne sont pas forcément un bloc homogène. Ça peut être la résultante de plusieurs actions. Je pense au fait que pour une des opérations que je vais aller présenter tout à l'heure, il a fallu procéder par une opération de tiroir avec vidage d'un empilement de logements, le relogement des gens sur, on va dire, un empilement de 10 logements, et après rotation au fur et à mesure de l'avancée des travaux de réhabilitation pour déplacer les gens d'une cage à une autre. Si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et donc, attention, le coût n'est pas très facile à déterminer. C'est un coût principal avec beaucoup de coûts annexes. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui. Merci. Merci. Donc, il est 14h45, un peu plus même. Donc, on va céder notre place. Si vous avez des questions à nos intervenants, vous pouvez leur poser individuellement. Ils sont encore là quelques instants. Et si vous avez des questions sur la qualification, nous sommes juste derrière au hall H, allée H numéro 31, vous voyez, l'ingénierie qualifiée au PQIBI. Merci à vous d'avoir été présents. Merci.